Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, je ne suis pas seul et j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Coin. Bonjour Alexandre. Bonjour Sylvain. Merci. Est-ce que tu vas bien ? Très bien et toi ? Ça va, merci. Alexandre, je t'ai proposé de passer dans l'émission. Il y a quelques temps, tu as sorti une première partie d'un article qui est un article qui donne quelques conseils aux devs reconvertis, juniors, qui sortent de formations courtes. Et récemment, là, ces derniers jours, tu as une deuxième partie qui est sortie. J'ai beaucoup aimé ce que tu as écrit là-dedans. Je vais faire un petit peu de mea culpa. À titre de vieux dev un petit peu ancien, quand on voit passer les formations courtes comme ça, on a une tendance au bashing qui est un peu facile, genre ouais, si tu veux former des devs en 2 mois, 3 mois, ça marchera pas. Toi, t'as pris le parti d'avoir une attitude plus constructive et de proposer des choses pour les gens qui sortent de là pour leur filer un coup de main. Et je trouve ça plutôt sympa. La vieille citation, c'est « La critique est aisée, mais l'art est difficile ». J'ai critiqué un peu facilement. Toi, tu proposes des choses et je trouve ça plutôt sympa, sachant qu'il y a des gens qui placent des espoirs dans ces formations, donc autant les aider. Donc, qu'est-ce que tu aurais, toi, comme premier conseil de base, j'allais dire le fondement sur lequel toutes ces personnes-là devraient, à ton sens, s'appuyer pour s'aider un petit peu dans le contexte qui n'est pas toujours simple? Accrochez-vous. Faites pas attention à ce que peuvent dire les gens. Il y a beaucoup de gens qui auront tendance à mettre des commentaires, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense à LinkedIn en particulier, qui est un peu le centre de tout ce bashing sur ces formations. Et si vraiment les personnes veulent, et le veulent, vraiment, c'est pas parce qu'on leur a dit que vous pouvez devenir dev en 5-6 mois ou même moins et vous trouverez un travail directement dans la foulée, ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce qu'ils ont entendu ça qu'il faut le croire et ça ne doit pas être l'unique motif à la reconversion. Il faut vraiment que ce soit un choix voulu, réfléchi et pas une décision prise sur un coup de tête, quoi. Ok, donc ouais, pour toi, c'est tu dresses quand même un peu le même constat. Ça va pas être fun, ça va pas être simple. Tu fais pas du allez-y, c'est facile. Pas du tout, non. C'est même de plus en plus difficile. Parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché. Il y a de plus en plus de formations qui ont ouvert ces dernières années. Je sais pas le nombre d'écoles ou de formations en tête. Mais je pense qu'il y a plusieurs centaines de personnes qui sortent tous les 3, 4, 6 mois de ces formations et on voit le nombre de candidatures sur les offres pour les juniors au niveau de la tech grimper en flèche, quoi. Peut-être qu'il y avait quelques années, c'était maximum 30 candidatures pour une offre pour un junior. Maintenant, on atteint les 100, 120 sur des offres d'alternance ou de juniors classiques, entre guillemets, quoi. Ok. Toi, t'es passé par une de ces formations, tu m'as dit ? Oui, il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. Et ça s'est passé comment après ça ? Pardon, tu as fait la Wild Code School et ça s'est passé comment après justement la sacro-sainte première mission, le premier contrat, comment ça s'est passé ? Ça a mis longtemps à arriver. Qu'est-ce que tu as dû faire pour décrocher ce truc-là ? Je suis un chanceux, j'ai eu beaucoup de chance. Il y a eu un speed dating un job dating pardon, qui avait été organisé dans la formation lors d'une journée avec des recruteurs et des entrepreneurs locaux. Et j'ai pu m'entretenir avec un patron d'une boîte dans l'Eure-et-Loire, là où je résidais à l'époque. Qui recherchait un alternant et moi j'étais parti pour réaliser une alternance dans la Wild Code School qui venait d'ouvrir cette formation-là pour la promo suivante, donc en septembre, et moi j'avais fait la promo des 5 mois de la Wild en février, donc ça matchait parfaitement au niveau du timing, c'était exactement ce que je recherchais, continuer à me former et passer quand même un pied dans le monde professionnel pour pouvoir avoir une meilleure approche par la suite, quoi. Je me sentais pas prêt à la fin des 5 mois de pouvoir enchaîner sur un stage et CDD, CDI ou je ne sais trop quoi. Donc j'ai préféré suivre la voie de l'alternance. Mais
je pense que les conseils après que j'ai pu prodiguer s'appliquent dans tous les cas, quoi. Si t'avais pas eu cette alternance, tu penses que ça aurait donné quoi? Je pense surtout aux personnes qui ne peuvent pas forcément se permettre de faire une alternance derrière ou qui ne trouvent pas et qui du coup se retrouvent sur le marché du travail après leur formation courte. Qu'est-ce que tu conseilles toi là-dedans un petit peu? Privilégier les candidatures de qualité, ne pas faire de la quantité. Vraiment ne pas envoyer 100 candidatures par jour parce que ça servira à rien. Si les candidatures se ressemblent toutes, c'est pas très utile. Vraiment cibler les entreprises pour lesquelles on veut vraiment travailler et essayer vraiment d'argumenter le plus possible, même si on n'a pas vraiment d'expérience derrière. Je sais que c'est pas simple et que les recruteurs vont souvent nous prendre de haut, mais faut vraiment faire cet effort-là pour essayer de se démarquer vis-à-vis de la masse, parce que la masse fait encore ce que je viens de dire, du coup, de réaliser des candidatures de façon quantitative. Yeah. Et d'un point de vue, j'allais dire purement compétences, j'ai parcouru ton article, toi tu donnais pas mal de conseils, de pistes justement sur le choix des technos, le choix de la compétence, comment essayer de travailler ça en amont pour le valoriser après en entretien. T'as des pistes, toi, comment t'as fait, comment tu ferais et comment tu invites les nouveaux diplômés de ces écoles-là un petit peu à s'auto-former pour être compétitif un minimum, on va dire. Si j'avais une méthode à leur donner, ce serait d'abord d'aller chercher de façon géographique. Je veux dire par là qu'en fait, en France, il y a quand même une certaine géographie dans les technos qui sont utilisés. Il y a beaucoup de systèmes Startup JS dans la région parisienne. Là où j'étais en région centre, c'était beaucoup plus des banques assurances, donc c'était plus du Java, Angular, sur toutes les stacks qui étaient utilisées. Donc en fonction de là où les personnes veulent travailler, si elles ont le choix de pouvoir bouger, et la possibilité surtout, et en fonction de ce avec quoi aussi elles veulent travailler, de regarder sur les plateformes d'emploi en fonction des régions et du type d'entreprise, que ce soit des startups, des ESN, etc. Enfin SS2I, pardon. Les technos sur lesquels elles veulent s'appuyer et commencer vraiment à apprendre pour pouvoir s'insérer plus facilement dans ce marché-là et être plus crédible aux yeux des recruteurs. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix et c'est pas forcément simple non plus en 5 mois de voir des stacks Java, Angular et d'être efficace dessus, quoi. C'est vrai que c'est pas simple, mais j'aime bien cette espèce de pragmatisme géographique en fonction de où tu veux bosser, se poser la question du marché qu'il y a sur place. Je trouve ça plutôt intéressant. Je pense que c'est bon pour tout le monde, ça, pour tout jeune diplômé. Il y a un autre élément dans ce que tu disais, c'était la balance parfois un peu difficile à avoir. Tu parlais plutôt que d'apprendre tout de suite un framework, d'apprendre les bases, mais qu'il faut quand même se choisir un framework parce que le marché du recrutement reste quand même drivé par ça. Et je sais pas si tu peux m'en dire plus justement sur ce que t'appelles toi les bases vis-à-vis justement des frameworks de plus haut niveau et de comment un peu gérer cette balance de choix de travail perso. Je serais pas trop exigeant dans le sens où, par exemple, si on attaquait une personne veut s'essayer à une stack JS, de juste savoir manipuler un peu du Vanilla JS, vraiment sans rentrer dans les gros détails, mais juste savoir aussi ce que c'est que des promises, par exemple, enfin vraiment les trucs sans pouvoir l'expliquer, mais vraiment juste savoir les utiliser. Et à partir de là, en même temps qu'elle réalise son apprentissage des fondamentaux, de pouvoir commencer à embrayer sur un des frameworks, parce que finalement, et je le regrette aussi un peu, que le marché actuel se focalise davantage sur des technos que sur des compétences en développement logiciel.
Mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Donc, si vraiment les personnes veulent trouver un travail, après, faut vraiment qu'elles se donnent à fond sur une techno particulière pour mettre toutes les chances de leur côté. Mais cet apprentissage doit se faire en parallèle et un petit peu a posteriori de l'apprentissage des fondamentaux, qui va se faire, je pense, également à travers l'apprentissage du framework. Les deux sont pas indépendants, quoi. Je pense que c'est un bon conseil général qu'on peut donner à tous les devs. C'est bien d'être pointu sur des outils spécifiques, mais c'est aussi bien d'avoir des connaissances générales. Moi je suis plutôt sur une stack.net, j'ai vu plein de devs C# qui avaient 4-5 ans d'expérience déjà, mais qui maîtrisaient pas certains fondements de pourquoi on utilise telle collection en .net ou pourquoi on en utilise une autre. C'est des fondamentaux qui sont toujours importants et qui sont toujours vrais, et sur lesquels ça peut être bon de revenir parfois sur les fondements de la programmation orientée objet, l'algèbre relationnelle qu'il peut y avoir derrière un moteur de base de données. Si on veut faire plus de bases de données, plus de SQL, c'est toujours intéressant. Ça me paraît toujours tout aussi formateur que le reste. Je suis d'accord, totalement d'accord. Toujours dans le sujet de ce qui peut être considéré plus ou moins comme fondamental dans le métier des devs, dans ton article, tu parles aussi de testing. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as vu en formation, que tu as appris après? Comment ça s'est passé? C'est quoi un petit peu ton approche des tests et du testing dans ton métier de dev? En formation, là où j'étais personnellement, on n'a pas, à part 2-3 kata réalisés en groupe sur du TDD, vraiment pour aborder les principes fondamentaux. C'est pas quelque chose qui a été étudié au cours de la formation, mais sans du coup rentrer dans le TDD en entreprise, parce que c'est quand même des choses qui demandent des notions de conception logicielle qui sont pas abordées en 5 mois, quoi. Si on veut vraiment avoir quelque chose d'efficace, de tester son code. Et là, je pense que si des personnes sorties de formation, notamment de formation courte, ont cette capacité et ont eu ce réflexe d'apprendre à tester leur code, même de façon bancale, ça peut pas être parfait dès le début, hein, c'est normal. C'est clair que le testing, en particulier le TDD, ça demande un apprentissage, ça demande de se prendre quelques murs, de se heurter avec quelques obstacles. Et il ne faut surtout pas demander à des jeunes diplômés, quelle que soit leur formation, de maîtriser ça quand ils arrivent sur le monde du travail. Par contre, d'être motivé et intéressé à l'apprendre, ça me paraît plus intéressant. Mais ce que je trouve intéressant, là, c'est que tu pointes, il y a des choses bien dans ta formation, mais tu vois quand même des manques qui traînent un petit peu, à ton sens? Je dirais que on nous apprend à chercher. On nous apprend à apprendre par nous-mêmes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Après, j'aurais tendance à dire que ça manque un peu d'aiguillage. Que c'est pas facile quand on arrive dans un milieu comme ça, qui est la tech, qui est super vaste, et un milieu duquel on ne saura forcément pas tout au cours de sa vie, de savoir par quoi commencer, même si on trouve sur internet, oui, vous apprenez HTML, CSS, JS, et puis c'est bon, vous vous débrouillez, mais c'est pas comme ça que ça marche en vrai. Et d'avoir un plan vraiment détaillé, plus ou moins détaillé, de la marche à suivre pour l'apprentissage, pour devenir le plus efficace possible. Et le problème, c'est qu'on trouve ces ressources-là que passer un certain temps après être sorti de la formation. Je sais que par exemple, j'ai dû mettre à peu près 1 an et demi, 2 ans pour vraiment commencer à m'intéresser à ces sujets de conception, de testing, et qui font que j'ai plus progressé en 6 mois, 1 an dernièrement que les 2 dernières années où j'ai pu commencer, quoi. Après, je pense que c'est naturel, on va dire, de mettre un certain temps. Tu parles de testing. Moi, j'ai mis des années avant de découvrir justement tout l'outillage, toute la puissance que pouvait apporter une bonne pratique de test automatisé sur les projets. J'ai mis pas mal d'années à découvrir ça.
Dans les méthodes et les outils utilisés pour progresser, j'ai vu dans un de tes articles, tu parlais justement tu invites les gens à ceux qui sont proches des grandes villes, qui sont en ville ou proches des grandes villes, c'est d'essayer d'assister à des confs, à des meet-up. C'est quelque chose que tu fais toi ou que tu essaies de faire un petit peu? J'habite pas en région parisienne, donc c'est assez compliqué. Je suis en pleine province. Il n'y a pas grand-chose par chez moi, mais j'ai pu assister, oui, à 2 ou 3 meet-ups dans ma vie. Euh, et chaque fois, j'ai appris des choses. J'ai pas forcément retenu énormément parce que je comprenais pas forcément ce qui se passait à l'époque. Mais oui, j'ai pu voir des gens, discuter un peu. Et on en ressort grandi et peut-être avec une plus grande motivation pour espérer justement avoir le niveau de ces personnes-là un jour. On se dit ah ouais, franchement c'est incroyable ce qu'elles font et faut que je me donne pour avoir le même niveau quoi. Ça, c'est vrai que il y a une rupture géographique qui est assez franche. Si on n'est pas proche d'une ville un peu attractive, c'est difficile d'avoir des meet-up, des activités. Par contre, à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes proche de que ce soit Lyon, Paris, Bordeaux, Montpellier, Grenoble, Marseille, c'est toutes des villes où il y a des meet-up, il y a des communautés qui sont actives. Essayez de les trouver. Même pas tant pour les sujets qui sont présentés, mais plus pour les rencontres qui peuvent être faites et l'ouverture que ça peut apporter. Moi, je sais que ça a beaucoup changé la trajectoire de ma carrière de dev. J'ai mis très longtemps à découvrir qu'il existait des meet-up. J'étais pas trop loin de Lyon à ce moment-là, donc je pouvais y aller et ça change beaucoup de choses sur l'approche de la veille. Effectivement, on rencontre des gens qui sont super inspirants et c'est je pense que c'est un excellent tremplin. Après, c'est vrai que si vous êtes dans un coin paumé où il n'y a pas de meet-up, profitez que il y a encore du Covid, il y a encore pas mal de choses qui se font en remote. Je prends l'exemple des crafters de Lyon qui ont encore tous leurs événements en ligne, donc accessibles n'importe où depuis la France. Il y a dans toutes les villes il y en a. Il faut chercher sur Meetup, chercher via Twitter, il y a toujours plein de contacts à avoir. Je vais rebondir sur Twitter. C'est pour moi une des meilleures sources de veille en ce qui concerne la tech. Et j'invite fortement les personnes juniors à s'inscrire sur Twitter si elles ne l'ont pas fait déjà. Et à essayer de suivre des personnes. Je dirais qu'il y a certains influenceurs qui sont déjà sur place, qui sont vraiment bien installés, et à partir de là, en fait, elles vont pouvoir étoffer leur réseau en fonction des personnes qui répondent à ces personnes-là, et elles verront qu'il y a des personnes tout à fait calées sur certains sujets, et puis elles vont commencer à s'intéresser à diverses thématiques en fonction des personnes qu'elles vont suivre. Et je trouve que Twitter est vraiment bien fait pour ça. Il faut faire abstraction de toute la partie réseau un peu poubelle que peut représenter Twitter, mais si on fait vraiment abstraction de ça, c'est vraiment pas mal. Je suis assez d'accord. Il faut pas hésiter à... Moi, quand j'ai commencé Twitter, j'ai commencé à suivre d'abord des profils qui correspondaient plus à ma stack techno, et puis j'ai commencé à suivre quelques collègues, et puis je suis passé au réseau, on va dire N+1, les gens que j'aime bien qui y suivent, et ces gens-là qui y suivent, et puis après on peut remonter à des sources qui sont assez intéressantes. Je pense que c'est un bon conseil. Je te propose de terminer là-dessus, Alexandre, si ça te va. Ça me va, aucun problème. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi de t'être prêté au jeu, de l'interview, de la discussion. Si les gens ont envie d'en savoir plus sur les formations courtes, sur ce que toi tu vis au quotidien, est-ce que tu es trouvable quelque part sur les réseaux sociaux, vu que tu nous as abondamment parlé de Twitter tout à l'heure ? Je suis disponible sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et du coup, le plus facile sera peut-être vraiment sur Twitter. Donc c'est... @LXNDRCN, c'est mon prénom et mon nom sans les voyelles, vu que le handle était déjà pris quand j'ai voulu m'inscrire. Ah, je comprends mieux sans les voyelles du coup. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description de l'épisode. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.